Et si on voyait le monde comme un jeu immense, hyper complexe avec ses propres règles, ses joueurs et bien sûr des stratégies cachées. C'est un peu ça l'idée derrière la théorie des jeux. C'est comme une sorte de grille de lecture qui nous aide à décrypter toutes nos interactions, vraiment toutes, des plus banales aux plus décisives. Allez, on va explorer ensemble les règles de ce grand jeu. Ok, situation toute simple, un classique même. La coloc devait faire la vaisselle. Et elle ne l'a pas faite. Alors, on fait quoi? C'est quoi le prochain coup? On ignore, on la fait à sa place, on va se plaindre. En fait, chaque option, c'est une décision stratégique. Et voilà, avec ce petit exemple, on est déjà en plein dans le sujet. Alors la théorie des jeux, qu'est-ce que c'est au fond? C'est l'étude mathématique de la stratégie. Dit comme ça peut faire un peu peur, mais en gros, ça analyse comment des personnes, disons rationnelles, prennent des décisions quand le résultat de leur choix dépend aussi des choix des autres. C'est ça la clé. Bref, pour faire simple, c'est la science de la stratégie dans nos vies sociales. Bon, on va commencer avec une vision, disons, un peu cynique. Et si tous nos grands systèmes sociaux, que ce soit l'école ou même des civilisations entières, si tout ça, c'était juste des jeux truqués? Vous savez, des jeux où les buts affichés, les beaux discours, sont en réalité complètement détournés par les intérêts personnels bien égoïstes de chaque joueur. Prenons l'école, par exemple. Officiellement, sur le papier, le but est clair, non? Éduquer, développer l'esprit critique, donner le goût d'apprendre, tout ça c'est super. Sauf que si on creuse un peu et qu'on regarde les vraies motivations des gens qui sont dans le système, on s'aperçoit que ce qu'il produit au final, c'est tout autre chose. Parce qu'en réalité, quand on décortique les intérêts de chaque joueur, le portrait est, disons, moins reluisant. Les élèves, ce qu'ils veulent, c'est être populaires, avoir de bonnes notes pour faire plaisir aux parents, mais si possible en faisant le strict minimum. Les parents, eux, c'est souvent l'image, les apparences et puis garder un certain contrôle. Les profs, la sécurité de l'emploi, un salaire qui tombe sans trop de complications. Et l'administration, au sommet, leur but numéro 1, c'est surtout de ne pas avoir de problème. Donc on garde les parents qui ont de l'influence contents et on évite les vagues. Et tout ça, ça repose sur un principe de base, un moteur, qui est résumé dans une citation assez directe, mais qui éclaire bien le propos. Tout le monde veut obtenir les meilleurs résultats possibles en fournissant le moins de travail possible. Les gens sont paresseux et avides. C'est un peu cru, mais selon cette vision des choses, c'est vraiment ça, ce moteur-là, qui façonne tout le système de l'intérieur. Et le truc, c'est que ce cadre de pensée, cette grille d'analyse, elle ne s'arrête pas aux portes de l'école, loin de là. On peut carrément l'étendre pour expliquer des choses beaucoup, beaucoup plus grandes, comme la montée et la chute des empires, des civilisations entières. Au fond, la logique reste exactement la même. C'est juste les chaises qui changent. Alors, comment on évalue si une société est en pleine forme ou si elle décline? Selon cette théorie, il y a 3 grands indicateurs à surveiller. Le premier, c'est l'énergie. Est-ce que les gens ont la niaque, l'envie de travailler dur? Le deuxième, c'est l'ouverture, cette capacité à dire « Ok, on s'est trompé » et à s'adapter. Et enfin, le troisième, c'est la cohésion, ce sentiment d'être tous dans le même bateau avec un but commun. Et à partir de là, on voit se dessiner un cycle qui semble presque inévitable, qui se répète dans l'histoire. Ça commence comment? Un groupe, souvent pauvre mais plein d'énergie, ouvert d'esprit, très soudé, qui construit une nouvelle société. Vient ensuite la richesse, le pouvoir, et avec, souvent la corruption, l'arrogance, les divisions internes. C'est la stagnation. Après ça, c'est le déclin. L'élite se coupe du monde, l'énergie disparaît, et la cohésion laisse place à un individualisme forcené. Et l'étape finale? Un autre groupe, en marge, mais qui a gardé cette énergie, cette ouverture, cette cohésion, il finit par prendre le dessus. Et la roue tourne, le cycle recommence. La conclusion de cette première partie, de cette vision un peu sombre du monde, c'est un avertissement, et il est plutôt direct. Si quelqu'un invite à jouer à son jeu, il ne faut pas accepter. Le jeu est conçu pour faire perdre. En gros, l'idée, c'est que dans ce type de jeu, la seule stratégie gagnante, c'est de ne pas jouer du tout, selon les règles imposées par les autres. Ok, c'est une vision assez pessimiste, on est d'accord. Mais, est-ce que c'est la seule façon de voir les choses? Est-ce qu'il y a une autre manière de jouer? On va maintenant explorer une perspective complètement différente. Une perspective qui nous dit qu'une stratégie simple, basée sur la coopération, peut non seulement exister, mais qu'en plus, elle peut gagner. Et au cœur de cette nouvelle vision, il y a une expérience de pensée hyper connue, le dilemme du prisonnier. L'idée est simple. On met 2 personnes dans une situation où, objectivement, leur meilleur intérêt serait de coopérer. Mais la logique purement individuelle, l'égoïsme rationnel, pousse chacune à trahir l'autre. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Si les deux suivent cette logique et se trahissent mutuellement, au final, ils sont tous les deux perdants. Alors, pour résoudre ce casse-tête, dans les années 80, un politologue du nom de Robert Axelrod a eu une idée de génie.
Il a organisé un grand tournoi sur ordinateur. Le but, trouver la stratégie ultime, la plus efficace pour gagner au dilemme du prisonnier. Il a demandé à des experts du monde entier de créer des programmes informatiques et il les a fait s'affronter les uns contre les autres, encore et encore. Et le résultat a laissé tout le monde pantois. Parce que la stratégie qui a gagné, celle qui a tout écrasé, ce n'était pas un programme super complexe ou super méchant. Non, au contraire. C'était l'un des plus simples et on pourrait presque dire l'un des plus gentils qui avait été soumis. Son nom, Tit for Tat, ou en français, donnant-donnant. Alors, c'est quoi le secret de donnant-donnant? En fait, ça tient en 4 règles, toutes bêtes mais incroyablement puissantes. Règle numéro 1, être sympa. On ne trahit jamais en premier, on commence toujours par coopérer. Règle numéro 2, savoir riposter. Si l'autre trahit, on le punit direct, au tour suivant, pas de pitié. Règle numéro 3, savoir pardonner. Dès que l'adversaire recommence à coopérer, on oublie tout et on coopère aussi. On ne garde pas de rancune. Et enfin, règle numéro 4, être clair. La stratégie est tellement simple que l'autre joueur la comprend tout de suite, et ça encourage la coopération sur le long terme. La grande leçon de tout ça, elle est là. La coopération peut non seulement naître, mais vraiment s'épanouir, même dans un environnement où tout le monde est en compétition. La clé de tout, c'est ce que les experts appellent l'ombre du futur. C'est juste l'idée que les joueurs vont peut-être se recroiser. Et le simple fait de savoir qu'on va rejouer avec la même personne demain, ça change absolument toute la stratégie. D'un coup, être sympa et fiable, ça devient un avantage stratégique énorme. Bon, alors, on a 2 visions du monde qui semblent complètement opposées, non? D'un côté, un monde de jeux truqués, et de l'autre, un monde où la coopération peut gagner. Comment on fait le lien entre les deux? Eh bien, la conclusion, c'est que la question n'est pas de choisir son camp. La vraie compétence, c'est de savoir reconnaître à quel jeu on est en train de jouer. On peut donc mettre ces 2 types de jeux côte à côte pour bien voir la différence. D'un côté, on a le jeu truqué, ou ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est simple, pour que l'un gagne, l'autre doit forcément perdre. Là, la meilleure stratégie, c'est de chercher la faille et de l'exploiter. Et de l'autre côté, on a le jeu coopératif, ou à somme non nulle. Ici, tout le monde peut gagner en même temps. L'objectif, c'est le bénéfice mutuel, souvent parce qu'on est dans une relation qui dure. Et la stratégie optimale, dans ce cas, c'est le donnant-donnant, être sympa, mais surtout ne pas être un pigeon. Le message final, au fond, il est hyper pragmatique. Les personnes les plus efficaces, les meilleurs joueurs, ce ne sont pas ceux qui ne connaissent qu'une seule stratégie par cœur. Non, leur vrai talent, leur super pouvoir, si on veut, c'est leur capacité à analyser la situation et à diagnostiquer très vite à quel type de jeu ils ont à faire. C'est seulement après avoir posé ce diagnostic qu'ils décident de la meilleure façon de jouer. Et tout ça, ça nous ramène à la question la plus importante, la question qui transforme toute cette théorie en un outil qu'on peut utiliser au quotidien, dans n'importe quelle interaction, que ce soit au boulot, en famille ou même avec un inconnu. La question fondamentale à se poser, c'est toujours la même. En ce moment, là, tout de suite, à quel jeu est-on en train de jouer ?